Bonjour à tous d'Australie. Je suis très content d'être impliquée aujourd'hui. En 2019, les Nations Unies ont invité différentes personnes à aller à Ankara, Bangladesh pour favoriser cette initiative d'agriculture naturelle. Il serait intéressant d'aller au-delà de ce qui est fait, mais vraiment quels sont les processus qui sont mis en place. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut vraiment donner de la véracité à ces processus pour les inclure dans les débats scientifiques et politiques? Ça a commencé dans les années 70 où on parlait de sol, de forêt. Puis il y a 15 ans, on a eu la révolution verte pour essayer d'avoir des plantations plus productives. Et est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème de la faim grâce à cela? Et donc, c'est quelque chose qui va au-delà de la révolution verte. C'est où est la véracité scientifique et la compréhension de ce nouveau système. Euh, il On a regardé ce qui se faisait en Bangladesh, mais également dans une autre zone de l'Inde. Et puis, nous sommes allés à Delhi. Et ce qui nous a intéressés, c'est de voir l'implication des jeunes et regarder l'ensemble du modèle. Je suis ravie de dire que nous pouvons confirmer les preuves. Et c'est un peu ce qu'a dit Ravi. C'est oui, il y a des preuves, il y a des économies, il y a plus de productivité, euh, les récoltes sont meilleures, etc. Et avec Vijay, on a passé pas mal de temps pour aller vraiment étudier le processus pour mettre en place cette agriculture naturelle. On peut regarder également l'hydrologie, la microbiologie, la valeur de, et la qualité des, des cultures et des récoltes, et essayer de prendre cela qui va au-delà de la révolution verte. C'est vraiment une nouvelle dynamique sociale et d'agriculteurs. Oui, donc nous utilisons tous ces biostimulants et le but, c'est de montrer ce message que ce ne sont pas des engrais, c'est vraiment la microbiologie 1.1 parce que 90% des nutriments de la plante vient de la viabilité des nutriments. Et cette viabilité ne vient pas du nombre de nutriments qu'il y a, mais est-ce que ces nutriments sont fixés euh, et, euh, et puissent être utilisés par la plante? Et c'est lors de ces processus peuvent avoir lieu grâce aux microbes qui sont dans le sol. Donc, il faut stimuler la viabilité de ces microbes pour augmenter la biofertilité de ces sols. Et on peut faire cela sans ajouter de nutriments, juste en aidant les nutriments qui sont là naturellement plus viables. Et on ne peut pas juste extraire ces nutriments et les remplacer. Il faut juste les faire re-rentrer dans le cycle et les rendre plus actifs pour aider cette microbiologie. Donc, c'est quelque chose de complètement vérifié. Thing actually came in terms of the hydrological investigation. Vijay's already mentioned this because what he is showing there and where we went into the Ce que field. l'on voit ici est quand on regardait les ensemencements avant la saison des monsouns. Et
c'est les moussons qui ont vraiment impacté les paysages. Et on s'est demandé comment est-ce que c'était possible d'avoir la, la semence qui commence à pousser des mois avant le mousson. Ces plantes en nature euh, avaient accès à l'eau d'une façon vraiment innovante. En fait, ils avaient accès à l'eau euh, à partir de la dissolution de la matière biologique. Et donc, en fait, il y a eu cette régénération d'eau. Cette eau est utilisée par ces plantes pour germer. Et en fait, ils ont pu avoir accès à l'eau du sol qui était assez sèche. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis, la nutrition dans le feuillage, les plantes ont pu chaque nuit récolter de l'eau de tout le processus jusqu'à 50 000 parties par million des vapeurs d'eau. Et ces plantes récoltaient environ 1 à 2 millimètres d'eau chaque nuit, de cette eau dans l'air. Et vous pouvez imaginer dans le désert aussi, que c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc, ce que Vijay disait à travers cette agriculture naturelle, on a pu créer des récoltes dans des parties arides et sèches. Une fois l'arrivée du mousson, et il y a des bénéfices hydrologiques plus importants. On a la création des éponges dans le sol qui peuvent infiltrer le sol en fait pour arrêter l'eau qui se perd. Et il y a le captage d'environ 1 mètre d'eau dans ce profil de sol. C'est 10 millions de litres d'eau par hectare qui sont captés dans des réservoirs. Et c'est ça qui donne la longévité de la croissance verte. Et Raji a déjà parlé de ça. Et la possibilité d'avoir cette longévité veut dire qu'on peut avoir 355 jours par an d'avoir cette couverture d'eau et terre et sol. Cette couverture pluie-sol est, je crois, le point déterminant le plus important pour la production alimentaire de l'avenir. Si nous pouvons faire ça, on pourra nourrir toute la population, sinon on va avoir une désertification importante. Donc, ce que Vijay nous a montré et ce que la saison avant le mousson montrait, est que nous pouvons utiliser cette agriculture naturelle pour avoir la croissance des plantes durables en remettant ce processus de microbes dans le sol. Une autre chose que nous avons regardé, mais je n'aurai pas la possibilité de rentrer dans le détail, est l'intégrité nutritionnelle
de la plante. Et ça rentre dans ce que Alexander a dit sur les métriques. La question est, est-ce que ces plantes ont les nutriments essentiels dans les équilibres dont on a besoin pour notre santé? Notre biochimique dépend sur ça. Ce n'est pas une question sur les nutriments, mais les nutriments essentiels et équilibrés dont on a besoin. Donc, le processus naturel en place, ces plantes sont intelligentes, on va dire, et ils arrivent à capturer leurs besoins biochimiques. Et c'est bien sûr quelque chose qui est vraiment importante quand on compare les différentes agricultures. Donc, vraiment, c'est une question fondamentale. L'intégrité de la nutrition et la santé humaine préventive est gouvernée par cette question. Comment est-ce que ces plantes arrivent à capter les nutriments d'une façon naturelle pour avoir cette intégrité, ou est-ce qu'on vit sur les produits chimiques présents dans notre nourriture? La résilience. Euh, Nous avons la résilience en ce qui concerne le vent, la sécheresse et donc les capacités pour faire face au stress qui était posé. Et il y avait la question de l'adaptation climatique sur une échelle régionale. Si on a 355 jours de couverture de pluie, on a une protection du sol. Si nous pouvons protéger le sol, nous pouvons garder les températures assez bas. De l'autre côté, les sols dans le paysage exposé, on a une température plus élevée. Et nous savons tous dans notre cours de physique que la température de la surface gouverne la radiation. Donc, c'est un point essentiel. Donc, ça, c'est important quand on compare les surfaces ouvertes à les surfaces protégées avec la couverture. C'est un facteur derrière les émissions de gaz à effet de serre et 11% des émissions, sont les émissions de CO2. Et donc, si on réduit les taux de radiation, nous pouvons diminuer les effets de gaz à effet de serre. Parce qu'on a moins de radiation qui sort et donc on peut réduire ces effets. Et sur une échelle régionale, vous pouvez imaginer le potentiel énorme pour réduire la température de la planète. Ça va diminuer les niveaux de CO2, mais ça va avoir un effet sur le long terme et on protège en même temps les sols par la couverture de pluie, on réduit la radiation et puis on arrive au système naturel d'agriculture. C'est vraiment incroyable, ce VJ et les groupes des femmes font à Andhra Pradesh. C'est l'expérience de la planète. Nous avons créé 5 milliards d'hectares de désert fait par l'homme dans les dernières 1000 années.
Nous avons fait ça à travers les pratiques d'agriculture, le pâturage, le surpâturage et des pratiques d'agriculture qui ne sont pas durables. Ce que Vijay et les groupes de femmes Andhra Pradesh montrent est que nous pouvons reverser euh, tous ces dégâts et nous pouvons dire, voilà, nous pouvons aller en arrière pour régénérer, réhydrater et nous pouvons revitaliser l'écologie essentielle des villages et l'équité sociale dans ces zones. Donc, ce que Vijay nous a donné, ce que Andhra Pradesh nous a donné, c'est une carte, un plan d'aller au-delà de cette révolution verte, d'aller au-delà des 50 ans de travail en silo, de cette agriculture traditionnelle et utiliser la nature pour reconstruire, régénérer et sécuriser notre avenir. Le point négatif est qu'on a 10 ans pour faire ça avant les conséquences de notre dégradation et les extrêmes du changement climatique. Mais voilà, on a une solution. La question est si nous pouvons euh, prendre cette initiative sur une échelle globale à temps et de travailler avec les communautés, comment nous pouvons travailler ça sur une grande échelle, marcher avec ça sur une grande échelle. Merci beaucoup.